On est en 2009. Comme chaque semaine, vous regardez Catch Attack et soudain, vous entendez ceci. Cette musique, vous la connaissez pas encore, donc vous êtes très content de voir un nouveau catcheur débuter, c'est toujours cool de voir des nouvelles têtes, mais rapidement vous allez réaliser que ce catcheur-là est plutôt spécial. Et oui, on n'est pas là sur n'importe quel guignol qui débarque pour faire des sourires et serrer des mains, on est sur un véritable animal. Dès son premier match à Raw, après avoir passé quelques mois à la ECW, il détruit Jamie Noble et l'envoie à la retraite, et ce moment, c'est quelque chose qui m'a marqué à vie. Je veux dire, certes, j'étais pas le plus grand fan de Jamie Noble. C'est vrai que j'avais sa figurine juste parce qu'il était vendu avec une échelle et qu'à cette époque-là, j'achetais certaines figurines juste pour les accessoires. Mais le fait de voir un catcheur de bien plus petit gabarit se faire découper comme ça par un nouveau venu, bah ça m'avait vraiment surpris. Et pourtant à l'époque, j'étais encore très loin de me douter que ce guerrier celte allait faire encore plus parler de lui avec sa rivalité contre John Cena, qui va mener à l'un des moments les plus dingues de sa carrière lors de TLC 2009. Alors, avant de commencer cette vidéo, je voulais préciser 2-3 trucs. Aujourd'hui, on va se concentrer uniquement sur les débuts de Sheamus à la WWE et sur toute cette montée au sommet absolument folle jusqu'à ce match à TLC. Donc, je sais que vous êtes très nombreux à vouloir voir sa carrière en entier, mais pour ça, il va falloir patienter encore quelques semaines, et je vous promets que ça arrive très bientôt. Ensuite, comme ça peut arriver assez souvent, ce sujet a déjà été traité sur YouTube, notamment par Wrestling Premier et Slidoc, mais de manière un petit peu différente. Parce que moi, aujourd'hui, je voulais parler de cette histoire en racontant aussi la manière dont j'ai vécu ça à l'époque quand j'étais plus petit et que je découvrais quasiment le catch. Et donc, on est parti pour revivre cette période exceptionnelle. Bon, déjà pour comprendre ce qui mène à ce match inattendu lors de TLC, qui est le centre de la vidéo, il va falloir revenir sur les débuts de Sheamus. Comme je l'ai dit, les premières apparitions de ce catcheur n'ont pas lieu à Raw ou à SmackDown, mais bien dans la branche de développement de la WWE de l'époque, la ECW. Alors, là-bas, il ne se passe rien de vraiment majeur, Sheamus reste à peine quelques mois avec des matchs très courts de temps en temps, et on voit bien que la WWE sent qu'il y a quelque chose de bien plus important à faire avec lui. Et en même temps, on les comprend. Il a un gros physique, une apparence assez atypique, un style bagarreur bien violent qui fonctionne extrêmement bien, et surtout un personnage qui est déjà quasiment totalement construit. Il a pas besoin de beaucoup plus en fait, c'est un guerrier celte, il vient juste pour casser des bouches sans poser de questions, et ça mine de rien, c'était super impressionnant. Et d'ailleurs, je pense que selon votre âge, les débuts de Sheamus vous ont certainement marqué de manière un peu différente. Personnellement, je sais que comme j'étais très jeune à cette époque-là, c'était vraiment un sentiment de surprise et presque de choc que j'avais devant ma télé. Si mes souvenirs sont bons, à ce moment-là, j'avais pas vu énormément de catcheurs débuter, la plupart étaient là depuis longtemps, et s'ils venaient d'arriver, comme par exemple Evan Bourne, ils étaient pas à ce point-là mis en avant. Donc voir comme ça ce nouveau catcheur débarquer et découper tout le monde sur sa route, bah ça m'avait vraiment choqué. Et encore une fois, j'étais clairement pas au bout de mes peines. D'ailleurs, je suis curieux de savoir comment vous avez vécu ses débuts, et là je parle vraiment de juste son arrivée, juste les quelques premières semaines. Est-ce que vous étiez content parce que vous saviez qu'il était prometteur, donc vous connaissiez déjà le catch depuis un moment, ou est-ce que comme moi vous étiez simplement surpris de voir ce mec sortir de nulle part et détruire absolument tout le monde? Parce que oui, la période de destruction de Sheamus, elle va pas s'arrêter après 3 matchs. Il se retrouve dans l'équipe du Miz pour les Survivor Series 2009, où il a l'occasion de se confronter à Finlay dans un moment très intéressant, mais surtout où il va venir à bout de John Morrison pour donner la victoire à son équipe. Alors, cette performance-là, elle a rien de particulièrement exceptionnel, dans le sens où ses adversaires ça reste que des catcheurs du milieu de la carte, mais c'est justement là que Sheamus se démarque pour moi. Ok, pendant tout le début du combat, il reste au bord du ring avec les membres de son équipe, mais dès que c'est à son tour de combattre, on sent que la différence de niveau, elle est immense. Je veux dire, rien que la manière dont il élimine Finlay, ça en dit extrêmement long sur le personnage. C'est pas juste un catcheur qui va petit à petit gravir les échelons de la WWE en passant par des rivalités random et des matchs peu intéressants. À ce moment-là, pour moi, tout indique que ce catcheur va être utilisé différemment. Et justement, tout ça, ça va se confirmer totalement dès le lendemain à Raw. Ce soir-là, la WWE organise une Battle Royale pour désigner le challenger numéro 1 au titre de John Cena lors de TLC, le prochain pay-per-view de l'entreprise, et cette Battle Royale a un nom très particulier. La WWE a clairement en tête de montrer à tout le monde que le gagnant de ce match va avoir une opportunité en or et une explosion très rapide vers les sommets, puisque ce match s'appelle la Breakthrough Battle Royale. Globalement, si on veut faire une traduction bancale un petit peu en français, ça donne la bataille royale de la percée. Et le mot percée, là, il est utilisé dans un contexte bien spécial. On nous montre bien que le gagnant de ce match va réellement percer tous les obstacles et l'espèce de plafond de verre qui est mis devant les jeunes catcheurs pour trouver très rapidement une place de main eventer. Tout au long de cet épisode de Raw, on va avoir divers catcheurs qui auront l'occasion de se qualifier, mais le plus important arrive très tôt dans la soirée puisque Sheamus se retrouve de nouveau face à son confrère irlandais Finlay dans un match de qualification. Ce soir, le vétéran n'a pas l'intention de se faire surprendre par le jeune Sheamus comme il l'a été lors de Survivor Series et il l'emmène donc à l'extérieur pour le passer à tabac, mais une fois de retour dans le ring, le guerrier celte reprend le dessus en un instant avec un simple coup de pied. Et moi, c'est ça que j'avais remarqué à l'époque et qui m'impressionnait vraiment. Sheamus, c'était une brute, et même s'il était jeune et qu'il pouvait manquer d'expérience, du moins en tout cas c'est ce qu'on pouvait penser vu qu'il sortait de nulle part, bah sa puissance et sa brutalité compensaient tous ses défauts, et en fait un simple coup lui permettait de revenir dans n'importe quel combat. Du coup à partir de là, Finlay se fait malmener par des coups puissants, il est envoyé dans le poteau pour continuer à perdre
perdre le contrôle du combat, et il est finalement plaqué au sol par une violente crucifix powerbomb qui permet à Sheamus de le couvrir et de rejoindre la bataille royale. Bon, la victoire elle était très logique, personne s'attendait à ce que Finlay se qualifie, et ce match servait très clairement à confirmer que Sheamus allait avoir un avenir prometteur, mais en soi, cette victoire en tant que telle, elle voulait pas dire grand chose. Ok, le guerrier celte s'assure quand même de marquer le coup en détruisant Finlay après le match, mais avec tous les autres qualifiés dans la bataille royale, Sheamus passe pour un simple prétendant. Je veux dire, c'est quand même un combat dans lequel on retrouve Randy Orton, qui est assurément la plus grande menace au titre de John Cena à l'époque. Et donc oui, au final, à part lui, il n'y a pas tant de monde que ça qui a la crédibilité d'aller choper la victoire, mais franchement, je me souviens très bien que quand j'étais petit, je voyais aucune raison de penser que Sheamus pouvait réellement gagner ça. Et d'ailleurs, si j'avais été obligé de choisir un favori différent de Randy Orton, bah il y aurait eu plus de chances que je choisisse par exemple Kofi Kingston, qui pour moi était largement plus mis en avant que Sheamus à l'époque. Et pourtant, le guerrier celte va une fois de plus créer la surprise. Déjà, il profite du fait que dans le match, il y ait beaucoup de catcheurs qui se détestent, puisque la Legacy est en rivalité avec Mark Henry, Kofi Kingston et MVP depuis quelques temps, et donc Sheamus n'a pas grand chose à faire dans les premiers instants du match. Au final, il catch de manière très intelligente en saisissant l'opportunité d'éliminer R-Truth et en détruisant MVP avec son Brock Kick pour l'éliminer lui aussi, avant d'en profiter pour se confronter brièvement au géant Mark Henry, mais au global, il reste juste à l'affût des autres participants et ne se mêle pas à des combats inutiles. Et donc, c'est grâce à cette stratégie qu'il arrive à se faire oublier puisque la Legacy vient s'en prendre à Mark Henry et se fait éliminer, et cet instant permet à Sheamus de surprendre le géant en le faisant passer par-dessus la troisième corde pour valider sa troisième élimination dans le combat et se retrouver parmi les 3 derniers participants. Dans le ring, on va retrouver alors plus que Sheamus et Kofi Kingston, mais surtout le plus grand favori de ce match à mes yeux, Randy Orton. Et en fait, cette situation, elle est juste parfaite pour Sheamus. Kofi Kingston et Randy Orton, ils sont en pleine rivalité et ils se détestent, donc forcément ils vont pas du tout se concentrer sur Sheamus, ils veulent juste régler leur compte. Alors oui, Sheamus va quand même commettre une petite erreur en attaquant Randy Orton, mais la vipère revient rapidement se concentrer sur Kofi Kingston, et grâce à un mouvement surprenant de celui-ci, le leader de la Legacy se fait éliminer, et Sheamus se retrouve alors en finale face à Kofi Kingston. Franchement à ce moment-là, je suis sûr que j'avais la même réaction que Randy Orton lui-même. C'était juste impensable. Kofi Kingston était en finale contre un catcheur qui venait de débuter, et donc on était obligé de se rendre à l'évidence que l'un des deux allait affronter John Cena pour le titre de la WWE lors de TLC, et ça, bah c'était juste fou. Il faut vraiment se remettre dans le contexte. En 2009, le titre de la WWE, il s'échange entre Triple H, Randy Orton, Batista, John Cena, et globalement c'est tout. À la rigueur, il y a aussi Edge en tout début d'année, mais en fait vous voyez ce que je veux dire, tous ces mecs, c'est des gars qui sont des gigastars à l'époque. Et la dernière fois qu'un mec du milieu de la carte est monté vers les sommets pour prendre ce titre, c'était Jeff Hardy fin 2008. Et encore à cette époque, Jeff Hardy, il est sacrément over et il sort pas de nulle part comme peuvent le faire Sheamus ou encore Kofi Kingston. Non franchement, cette finale, je maintiens qu'elle est juste dingue. Et pourtant, on n'a pas du tout le temps de la savourer. Alors que Kofi vient d'éliminer son rival et qu'il le fusille du regard depuis l'intérieur du ring, il est surpris par le guerrier celte qui lui envoie une violente corde à linge pour le faire passer par-dessus la troisième corde et l'éliminer, mais surtout pour remporter cette bataille royale et donc devenir challenger numéro 1 au titre de John Cena. Bon là c'était juste la folie. Sheamus avait débarqué dans le roster principal il y a à peine un mois, depuis il avait eu que 4 matchs à Raw si on exclut cette Battle Royale et un match en pay-per-view qui avait que très peu d'importance, et là de nulle part il devenait challenger numéro 1 au titre de John Cena, honnêtement c'était juste incroyable. Et c'était toujours pas fini, parce que jusqu'à présent, Sheamus et John Cena, ils se sont absolument jamais croisés. Donc pour qu'on soit cet affrontement correctement, il fallait pas seulement donner cette victoire à Sheamus. Et c'est là que pour moi la WWE va tout faire parfaitement puisqu'ils organisent directement après une signature de contrat entre le champion et son challenger. John Cena fait alors son entrée et se présente dans le ring face à Sheamus avec le sourire aux lèvres, un petit peu comme pour montrer qu'il sous-estime celui qu'il affrontera lors de TLC. Et justement, ce manque de respect, ça va pas du tout plaire à Sheamus. Alors que Cena continue de ricaner, Sheamus lui lâche un formidable « Arrête de sourire, sois normal, et lui demande de se lever pour le regarder dans les yeux. Oh non, évidemment j'arrête mes conneries, il lui dit juste qu'il est son challenger et qu'il exige que Cena le respecte et se lève pour se mettre en face de lui, mais le champion va lui servir une réponse assez particulière. John Cena commence par dire qu'il a entendu cette phrase énormément de fois. Mais d'habitude quand il entend cette phrase, elle est prononcée par un futur Hall of Famer comme Shawn Michaels ou encore Triple H, voire même Randy Orton. Là, celui qui demande son respect, c'est Sheamus. Un mec qui en fait sort un peu de nulle part et qui jusqu'à présent s'est contenté de tabasser des vieux mecs à la retraite ou des gars qui font la moitié de sa taille. John Cena continue alors à prendre Sheamus à la légère en lui demandant si son prochain objectif c'est de tabasser Michael Cole ou s'il veut avoir un match 1 contre 1 contre un caméraman, mais finalement il se lève enfin et remet les choses au clair en expliquant ce que signifie le fait d'être champion de la WWE pour lui. Franchement cette promo de John Cena, je vous la conseille si vous voulez la voir, elle est pas incroyable ou très particulière, elle est très classique mais je trouve qu'elle est très cool et qu'on sent bien la passion derrière, et surtout il va conclure tout son discours en disant à Sheamus de bien regarder le titre de la WWE, parce que John Cena lui n'est pas prêt de partir à la retraite, et qu'à la seconde où Sheamus aura signé ce contrat, ça signifiera pour de bon qu'il est prêt à entrer en guerre avec John Cena, et il a donc intérêt à être prêt à faire un grand impact.
Alors comme je l'ai dit, je sais que cette promo elle peut paraître très classique, c'est John Cena qui dit qu'il n'a jamais abandonné pour en arriver là, mais pour moi elle accomplit quelque chose de bien plus important. En fait l'objectif c'est de nous rappeler que oui, Sheamus est très fort, oui il a détruit tous ceux qui se tenaient sur sa route, mais qu'en final tous ceux qui se sont retrouvés face à lui jusqu'à présent, ils n'étaient clairement pas du calibre de John Cena. Oui, il s'est retrouvé dans le ring contre Randy Orton dans cette Battle Royale, mais c'est pas lui qui l'a éliminé. Et oui, Finlay est un vétéran, mais il est loin d'avoir la carrière de John Cena. Donc là, Sheamus, il entre vraiment dans les choses sérieuses. Mais le plus important pour moi, c'est cette toute dernière phrase de John Cena. Tu as intérêt à être prêt à faire un grand impact. Cette phrase, elle veut tout dire. La WWE reconnaît effectivement Sheamus comme le mec qui est là pour choquer tout le monde. Et avec cette phrase, John Cena montre que ce test, c'est un test extrêmement important pour son adversaire. On est un petit peu dans une situation du style tu nages ou tu coules, enfin du moins c'est comme ça que je le vois. Et en soi, bon, la réponse de Sheamus, c'est pas quelque chose de particulier, il dit juste que s'il met des gens à la retraite, c'est parce qu'il peut le faire, mais que tout ce qu'il a fait jusqu'à présent, c'est rien comparé à ce que Cena va subir. Mais au global, pour moi, le travail a été fait à 100%. Les deux hommes ont un face-à-face tendu et ils finissent par tous les deux signer le contrat. On comprend bien que Sheamus a l'occasion de créer un grand moment dans sa carrière et dans l'histoire, mais pour autant, ça s'arrête pas là. Un petit peu de nulle part, Jesse Ventura, qui était l'hôte spécial de la soirée et qui organisait la signature de contrat, se met à critiquer John Cena en disant qu'il en a marre que la WWE essaye toujours de mettre des gars comme lui en avant, et donc, alors que le champion est perturbé, il mange de nulle part un brogue kick de Sheamus et se retrouve au sol. S'ensuit une destruction de la part du challenger sur le champion qui va se conclure par Cena qui passe à travers la table au centre du ring, ce qui va permettre à Jesse Ventura d'annoncer que le match entre Sheamus et John Cena à TLC sera un match de table. Alors, je vais être honnête, j'avais jamais fait gaffe à ça quand j'étais petit, mais ce segment, il est très cool jusqu'à ce que Jesse Ventura s'en mêle. Je sais pas si c'est le côté old school qui fait ça ou si c'est autre chose, mais je trouve qu'il est vraiment pas à sa place. Il sort un petit peu de nulle part en disant qu'il y a un complot à la WWE, pour faire une référence à son émission télé de l'époque, et même quand il annonce que le match sera un tables match, c'est pas hyper impactant. Mais bon, quoi qu'il arrive, la situation était hyper importante. De nulle part, Sheamus avait gravi les échelons de la WWE pour soudainement se retrouver face à John Cena dans un match pour le titre de champion du monde, et encore une fois, c'était très cool. Et d'ailleurs, pour moi, la construction vers ce match, elle était très bien gérée. La semaine suivante, Sheamus revient et se rattrape de sa promo légèrement décevante en disant qu'à TLC, il n'aura même pas à couvrir John Cena, mais en précisant quand même que s'il voulait, il pourrait totalement le faire, et surtout en disant que le champion va enfin comprendre lors de TLC pourquoi Sheamus doit être pris au sérieux, puisqu'il va l'exploser à travers une table pour lui prendre sa ceinture. Alors bon, le seul truc un petit peu dommage dans tout ça, c'est que derrière, c'est Santino qui débarque pour faire des vannes sur le fait que Sheamus est très blanc, voilà, 0/20 en originalité, et après avoir essayé de faire passer Sheamus pour un guignol, Santino se fait massacrer par le guerrier celte qui conclut son attaque en le faisant passer à travers une table, pour encore une fois envoyer un message au champion de la WWE. Et honnêtement, là en revoyant ces images, j'ai plein de souvenirs de cette époque qui me sont revenus. Par exemple, je me rappelle que ce finisher de Sheamus, là, le Celtic Cross, il était tellement bien fait et tellement bien produit avec cet angle de caméra très cool, que pendant quelques semaines, c'était devenu mon finisher préféré. Et d'ailleurs, c'est bizarre, je sais pas si c'était motivé par le fait que j'étais un anti-Cena par excellence à l'époque, mais j'étais giga fan de Sheamus pendant quelques temps à ce moment-là. Et en même temps, faut dire que la WWE faisait tout pour nous forcer à le prendre au sérieux. J'ai déjà parlé de sa présentation, mais j'ai pas mentionné un truc hyper évident. Sa musique d'entrée, elle est juste exceptionnelle. C'est honnêtement l'une des meilleures musiques d'entrée à la WWE pour moi, et j'exagère pas une seconde. Et tout ça, bah oui, ça contribuait à rapidement établir Sheamus comme une star. Dans une époque où l'entreprise avait clairement envie de créer de nouveaux catcheurs pour sa scène main event, bah c'était la chose à faire. Mais bon, tout ça vous le savez si vous suiviez à l'époque, c'est des choses qui sont globalement communes. Là j'avais quand même envie de mentionner quelque chose que je pense que beaucoup ont oublié. Enfin, en tout cas, jusqu'à ce que je revoie ce segment pour cette vidéo, j'avais totalement oublié l'existence de cette annonce de John Cena, qui pourtant est ultra importante et qui va nous permettre d'analyser un petit peu mieux ce qui va se produire à TLC. Plus tard dans la soirée, John Cena vient au ring pour répondre à Sheamus en mentionnant le fait que son adversaire se voit déjà champion alors qu'il a encore rien gagné, mais surtout John Cena nous annonce quelque chose de très important. Déjà, il dit que s'il perd à TLC, il aura logiquement le droit à un match revanche. Donc non, c'est pas ça la grande annonce, mais ça montre quand même quelque chose d'important. Cena prend en compte une éventuelle défaite, et ça mine de rien c'est pas un détail, ça n'arrive absolument jamais, ou en tout cas j'en ai pas souvenir, et ça met énormément Sheamus en avant. Mais surtout ce que le champion va nous dire ce soir, et qui pour moi est extrêmement important, c'est que s'il vient à perdre lors de TLC, il utilisera son match revanche le soir même. Bon, je sais que dit comme ça peut paraître ultra anodin, c'est juste Cena qui prouve qu'il est ultra résistant et qu'il n'abandonne jamais, mais vous allez voir qu'une fois qu'on arrivera au pay-per-view et que je parlerai du résultat du match, ça va me permettre d'aborder des petites théories qui avaient été faites par les fans à l'époque et que je trouve très intéressantes. Mais allez, revenons un petit peu à notre histoire, puisqu'après cette annonce, John Cena se fait interrompre par Carlito et il le détruit très facilement pour à son tour se mettre en avant, puis il est confronté par Sheamus depuis l'arène, mais les deux hommes ne vont pas tout de suite se retrouver face à face sur le ring. Non, pour ça il allait falloir attendre la semaine suivante. Ce soir du 7 décembre 2009, John Cena affronte Carlito pour ouvrir le show, mais il est interrompu en plein combat par Sheamus qui cette fois-ci veut se confronter au champion. Les deux hommes sont d'abord séparés par la sécurité et John Cena peut donc terminer son match tranquillement en venant facilement à bout de Carlito, mais on nous annonce immédiatement après ça que Raw se conclura par un face-à-face entre le champion et son challenger.
Et donc nous on va pouvoir avancer directement au dernier segment de la soirée pour retrouver notre guest host qui accueille Sheamus et John Cena pour cette fameuse confrontation. Alors globalement ce qui est organisé c'est plus ou moins une foire aux questions et Sheamus va avoir l'occasion d'expliquer pourquoi selon lui il va battre Cena à TLC, de dire que ce qui a pris des années à John Cena va lui prendre quelques semaines à peine en parlant du fait de devenir champion, et surtout il va avoir l'occasion de répondre à l'annonce de John Cena la semaine précédente en lui disant que s'il pense qu'il sera en état de l'affronter une seconde fois après TLC, il est juste totalement fou. Et moi ce segment je l'ai beaucoup aimé. Parce que jusqu'à présent, John Cena a beaucoup eu l'occasion de parler, et en final sur ce point-là, il a largement eu le dessus. Sheamus semblait certes être peut-être plus puissant dans le ring, mais honnêtement, au micro, c'était dur de rivaliser avec Cena. Et ce soir, c'est un petit peu l'inverse qu'on essaye de nous raconter. Sheamus a beaucoup l'occasion de parler, il s'en prend à John Cena de toutes les manières pour essayer de le provoquer, mais à chaque fois qu'on lui donne la parole, le champion dit simplement qu'il n'a pas de commentaires à donner. Alors oui, John Cena, il reste quand même fidèle à lui-même et il va finir par dérouler au micro sur son adversaire en précisant que c'est pas une attaque en traître et un passage à travers une table qui vont l'arrêter, mais surtout en rappelant quelque chose de très important. À TLC, Sheamus peut soit devenir un immense nom du catch, soit devenir un simple détail dans l'histoire de la WWE. Et dans les faits, John Cena avait totalement raison. D'ailleurs, ça va vraiment énerver Sheamus. Il remarque bien qu'il a beau être confiant, s'il échoue à TLC, ça va être très compliqué de remonter. Du coup, le guerrier Celt va péter un câble et il va balancer sa table pour provoquer John Cena, ce qui va pousser le champion à faire la même chose pour venir se mettre face à face avec son challenger. Mais encore une fois, Sheamus, il est plus malin. Il profite de la présence du guest host ce soir pour le pousser et attirer l'attention de Cena sur autre chose, ce qui va lui permettre une nouvelle fois de coucher son adversaire avec un Brogue Kick pour une dernière fois prendre l'avantage. Sheamus prépare alors une table dans le coin, il s'apprête à exploser John Cena au travers, mais puisque le guest host Mark Cuban décide de se relever et de pousser le guerrier Celt, c'est lui qui se fait attraper et balancer à travers la table pour donner au challenger l'opportunité d'envoyer un dernier message à John Cena. Et donc ça y est, on arrive maintenant au moment tant attendu du pay-per-view et ça va nous permettre de faire un petit bilan. Jusqu'à présent, on va pas se mentir, c'est totalement Sheamus qui a le dessus sur John Cena. Au final, la seule chose que John Cena a pour lui à ce moment-là, c'est le fait d'être champion et d'avoir face à lui un catcheur qui a moins d'expérience. Mais dans toutes les actions, c'est systématiquement Sheamus qui a eu le dessus. Certes, il a toujours profité d'une distraction pour arriver à ses fins, mais c'est pas un problème. À TLC, il trouvera toujours un moyen de surprendre John Cena. Et ça, on sent bien que le champion lui aussi l'a compris. Et pourtant, malgré tout ça, quand on connaît un petit peu le catch et qu'on a l'habitude de suivre, bah ça donne plutôt l'impression que c'est John Cena qui va gagner. Parce que oui, généralement dans les histoires, le gars qui a le dessus avant le grand affrontement, bah c'est juste pour le protéger un petit peu dans la défaite. Alors que là, vous allez voir, ça va être fait de manière très différente. Et d'ailleurs, avec tout ça, moi à l'époque, j'y croyais pas une seconde. J'ai beau répéter que j'adorais Sheamus, qu'il était impressionnant et que tout était fait pour le crédibiliser, pour moi, il n'y avait strictement aucun moyen qu'il remporte le titre. John Cena, c'était John Cena. Il avait déjà battu Randy Orton pour conclure leur rivalité à Bragging Rights, il était venu à bout de Triple H et Shawn Michaels à Survivor Series, et c'était sûrement pas un nouveau venu qui allait l'arrêter comme ça. Et du coup, avec tout ça, ça me donne envie de demander à ceux qui suivaient à l'époque s'ils pensaient réellement que Sheamus avait une chance de quitter TLC en tant que champion. Parce qu'en vrai, pour moi, à ce moment-là, qu'on soit fan de catch et qu'on connaisse un petit peu les habitudes des rivalités, ou que juste on vienne de découvrir ça et qu'on ait l'habitude de voir Cena au sommet, dans les deux cas, il y a rien qui porte à croire que ça peut être le cas. Je veux dire, à ce moment-là, ça fait combien de temps qu'un gars est sorti de nulle part pour prendre un titre mondial? Franchement, même à la WWE en général, historiquement, à part Brock Lesnar, j'ai du mal à trouver quelqu'un qui est sorti de nulle part pour récupérer un titre aussi vite. Donc clairement, ça paraissait juste impossible. Mais justement, pour voir si c'était possible ou pas, arrivons à TLC 2009. Sheamus fait son entrée toujours aussi motivé et plus concentré que jamais, mais avec cette fois-ci quelque chose en plus, puisqu'il a l'occasion de marquer l'histoire. Ce soir, face au champion John Cena, il a non seulement l'opportunité de remporter un titre 2 mois à peine après ses débuts, mais aussi de devenir le premier Irlandais à devenir champion de la WWE. Les deux hommes se retrouvent alors sur le ring dans ce match qu'on ne peut gagner qu'en faisant passer son adversaire à travers une table, et c'est parti. Cet affrontement, c'est le premier vrai défi pour Sheamus, puisqu'il n'a jamais affronté un main eventer en 1 contre 1 depuis ses débuts, et honnêtement, il s'en sort super bien. Il va quand même se faire surprendre de temps en temps par manque d'attention, et John Cena a quand même quelques moments de domination en début de match, mais le guerrier Celt fait quand même une super impression contre un catcheur qui est clairement plus expérimenté que lui. Avec pour objectif de prouver à son adversaire et aux fans pourquoi il doit être respecté et pris au sérieux, Sheamus se bat en donnant tout ce qu'il a, et il essaye même de faire chuter John Cena à travers une table par la simple force de ses poings, et pour quelqu'un qui n'a jamais combattu dans un tel combat, il sait parfaitement comment gérer la situation quand c'est lui qui est proche de la défaite. Et d'ailleurs, on a plein de moments très cool où ils vont tous les deux passer très proche de s'envoyer à travers une table, ce qui fait énormément réagir la foule, et on va aussi avoir le droit à une bagarre dans le public qu'à titre personnel, je trouve trop bien. Finalement, de retour dans le ring, Sheamus trouve le moyen de revenir dans le match, et il passe à rien de remporter la victoire avec la table placée dans le coin, qui lui avait permis de détruire Santino et Mark Cuban, mais pour rappeler quand même à tout le monde que John Cena est bien au-dessus du niveau de ces deux gars, il revient et déroule ses classiques au milieu du ring. Tout ça, ça va permettre à Sheamus de montrer son intelligence, puisqu'alors que John Cena se prépare à en finir, le guerrier Celt sort la table du ring pour éviter de passer au travers, et encore une fois, ça a beau être un petit détail,
c'est quand même quelque chose qui régale. Je rappelle qu'à ce moment-là, Sheamus, il n'est là que depuis 2 mois. C'est pas évident ce genre de choses. Je veux dire, à la WWE, ils aiment toujours jouer sur le fait que tel ou tel catcheur peut se faire surprendre parce qu'il a jamais combattu dans une telle stipulation. Mais là, c'était pas le cas. Sheamus, il ne se fait pas surprendre et ça montre à quel point il était sérieux à l'époque. Alors certes, il se fait quand même surprendre un peu plus tard par un attitude adjustment qui permet à Cena de préparer une table dans le ring, mais encore une fois, le challenger gère parfaitement son combat et pour l'instant, même s'il subit, il s'arrange toujours pour se retrouver dans des situations favorables. Et justement, puisqu'on en parle, on va arriver au plus grand moment de cette soirée. À ce moment-là, le match dure depuis environ 15 minutes, qui franchement sont passées très vite, et John Cena veut placer son attitude adjustment à Sheamus depuis la 3e corde. Pourtant, le challenger résiste. Il ne compte pas se laisser surprendre et il lutte contre le champion sur le haut du coin, y compris quand celui-ci essaye de lui placer une souplesse à travers la table. Et justement, alors que Sheamus vient de se dégager de cette situation compliquée et que les deux hommes sont dans une position un peu périlleuse, il voit une porte s'ouvrir et décide de s'engouffrer dedans, puisque de ses 2 mains, il va pousser son adversaire, et John Cena vient alors s'écraser sur la table au centre du ring, alors que Sheamus, lui, chute à l'extérieur. À ce moment-là, on entend quelques cris de choc dans le public et un petit silence s'instaure. Mais soudain, la cloche sonne pour officialiser la fin du match, et la musique de Sheamus retentit dans l'arène alors qu'on nous annonce officiellement que le vainqueur de ce match est le nouveau champion de la WWE. C'est bien le guerrier celte, Sheamus. Lui-même n'en revient pas et l'arène entière est choquée de ce qui vient de se passer. 2 mois après ses débuts, ce catcheur venu de nulle part atteint les sommets et marque l'histoire en devenant champion de la WWE dans un moment immense. Je me rappelle très bien comment j'avais découvert ça à l'époque. En fait, à ce moment-là, j'avais pas moyen de regarder les pay-per-view. Enfin, en tout cas, je savais pas comment faire. Donc pour avoir les résultats, j'ai été obligé d'attendre le Raw suivant. Et c'est comme ça que j'ai découvert avec stupeur que oui, Sheamus l'avait fait. Il était devenu champion de la WWE. Et encore aujourd'hui, c'est des images dont je me souviens très bien. C'était absolument fou et juste inattendu. Le fait de voir ce tout nouveau venu posé au-dessus de Cena avec la ceinture de champion après l'avoir battu, c'était juste dingue. Pour moi, la WWE avait réussi quelque chose de très fort avec ça. Sheamus s'était établi comme un catcheur de main event en si peu de temps et pourtant ça paraissait pas précipité. Il était juste trop fort et c'était pour ça qu'il en était là aujourd'hui. Non, vraiment, le fait de revivre ce moment, c'est juste trop bien et si je peux faire ça, c'est en grande majorité grâce à cette chaîne YouTube, donc j'en profite pour vous remercier parce que vous me faites revivre des périodes trop cool. Mais par contre, avec tout ça, revenons rapidement sur la victoire de Sheamus parce que j'ai pas tout dit. Alors, je sais que ça fait débat depuis des années, certains pensent détenir la vérité, d'autres reconnaissent qu'on ne sait pas et qu'on saura sûrement jamais, mais tout le monde a sa théorie sur ce moment et surtout tout le monde se pose la grande question, est-ce que tout ça était vraiment prévu ? Ah oui, je vous spoil rien, le catch c'est scénarisé. C'est écrit à l'avance comme une série télévisée, donc même si l'action dans le ring est bien réelle, dans le sens où prendre une powerbomb, bah ça fait vraiment mal, le gagnant au final ça reste toujours celui que les scénaristes ont désigné. Mais du coup, est-ce que Sheamus était bel et bien celui qui avait été choisi ce soir? Est-ce que vraiment les officiels se sont dit allons-y, mettons ce mec là au sommet? Bah malheureusement je suis désolé de vous décevoir, mais j'ai pas la réponse exacte. Et en fait je pense qu'on l'aura jamais à 100%, parce qu'en soi c'est très dur de savoir et c'est aussi très cool de jouer là-dessus. En fait la logique voudrait que oui, la WWE a bien pris cette décision à l'époque pour choquer tout le monde et propulser Sheamus au sommet. Je veux dire, c'est déjà arrivé dans l'histoire qu'un résultat imprévu se produise et la WWE a toujours trouvé un moyen de corriger le tir. Par exemple, au Royal Rumble 2005, John Cena et Batista s'éliminent en même temps, c'est pas prévu, Vince McMahon débarque, il se déchire les quadriceps et il relance le match, et puis voilà. Là, en 2009, malheureusement, le Vince il marche encore, donc on peut dire que oui, c'était sûrement prévu. Non, plus sérieusement, la WWE va vraiment pas revenir sur cette décision, ni le soir même, ni le lendemain à Raw, ni en fait jamais. Sheamus va rester champion quelques temps et perdre son titre à Elimination Chamber en étant relativement bien protégé, et donc on peut penser que oui, c'était le plan initial. Sauf que moi, pendant longtemps, j'ai quand même eu quelques doutes. Alors, je le répète, j'en sais rien, j'ai pas la science infuse, et comme je le dis à chaque fois, tout ce que je dis dans mes vidéos, c'est juste mon avis. Il a pas plus de valeur que celui de n'importe qui d'autre. Bon, sauf quand je dis que Damien Priest doit pas encaisser sur Roman Reigns ou Cody Rhodes, mais enfin bon, ça n'a rien à voir, je m'égare. Ce que je veux dire par là, c'est que pour moi, il y a des choses quand même un peu bizarres avec ce match qui peuvent laisser des doutes et qui ont lancé toutes ces théories. La première chose que tout le monde a relevé, c'est qu'au moment où Cena tombe, Sheamus tombe lui aussi vers l'extérieur. Et que à l'extérieur du ring, justement, il y a une table. Donc beaucoup de gens pensent que cette table devait initialement être placée correctement pour que Sheamus tombe dessus en même temps que John Cena et qu'on obtienne alors un match nul. L'autre chose un petit peu étrange, c'est que dans sa promo à Raw, John Cena avait annoncé qu'en cas de défaite, il utiliserait immédiatement sa clause de revanche, et ok, il est un petit peu mal en point après le match parce qu'il est passé à travers une table, mais bon, il a pas non plus subi l'action la plus folle de l'histoire, donc c'est bizarre qu'il ait même pas l'intention de relancer le match. Du coup, tout ça, plus le choc des fans et des commentateurs, ajouté au fait qu'après le combat, Jerry Lawler essaye de chercher des justifications pour expliquer la défaite de John Cena, ça a toujours contribué à lancer des théories diverses sur cette victoire de Sheamus. Sauf que malheureusement, je vais être obligé de briser tout ça parce que pour moi, la théorie qui vise à dire que Sheamus aurait dû perdre ce match, en fait, elle tient pas. Pendant longtemps, j'étais convaincu que c'était le cas.
J'étais persuadé que le plan initial c'était que Sheamus et John Cena passent tous les deux à travers la table en même temps et qu'on ait soit un match nul, soit une victoire un peu douteuse de Sheamus. Mais cette table à l'extérieur, si on regarde bien, c'est celle que Sheamus balance quand il sent que Cena reprend le dessus. Donc en fait, il y a absolument aucun monde dans lequel elle peut retomber tout droit sur ses pieds. Enfin du moins, ça paraît ultra audacieux. Et en fait, réaliser ça, ça m'a fait réfléchir, parce que moi j'ai toujours cru que cette table était placée correctement et qu'en chutant, Sheamus l'avait fait basculer au lieu de passer au travers. Mais non, elle est déjà sur le côté au moment où il tombe. Donc en fait, la théorie de la chute en même temps, bah elle tient pas vraiment. Et pareil, ok, John Cena avait dit qu'il prendrait directement sa revanche après le match. Mais bon, c'est pas non plus la folie de voir que Sheamus s'en va et que donc la revanche n'a pas lieu. Et d'ailleurs, ça donne limite encore plus l'impression que c'était justement prévu. Et donc pour conclure, même si des choses peuvent paraître bizarres dans la manière de finir le match, et qu'au global, oui, c'est ultra choquant de voir un catcheur sortir de nulle part pour remporter un titre mondial, et bien c'est pourtant ce qu'il s'est passé en 2009 avec Sheamus, et il a donc choqué tout le monde lors de TLC en battant John Cena et en devenant pour la première fois champion de la WWE. Comme je l'ai dit, pour aujourd'hui, on va se contenter des quelques premiers mois qui marquent les débuts de Sheamus, puisqu'après ça, sa rivalité avec Cena prendra fin avec 2 matchs qui finiront par disqualification, et il s'attaquera ensuite à d'autres histoires qu'on retracera dans la vidéo dédiée à sa carrière. Du coup, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, dites-le moi dans les commentaires et surtout partagez-moi votre avis sur cette rivalité et sur les débuts de Sheamus à l'époque. Moi, je vous attends sur tous mes réseaux pour discuter de ça et de plein d'autres choses. Tout est dans la description. Et pour ceux qui veulent se régaler de boissons excellentes sans sucre, n'oubliez pas, il y a toujours mon lien affilié au lit, c'est le partenaire de la chaîne et il me régale. Et sur ce, c'était Monsieur Hawkin et on se retrouve très vite pour d'autres histoires.